Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire des rendez-vous experts trimestriels consacré à l'actualité du droit de l'urbanisme. Il vous est donc présenté en partenariat avec Moniteur Juris, la revue Opérations immobilières et le cabinet Racine. Ce webinaire a pour objectif d'analyser l'actualité aussi bien législative que jurisprudentielle de ces 4 derniers mois du droit de l'urbanisme pour vous aider à adapter vos pratiques professionnelles. Cette actualité est analysée par Anthony Bichelon, avocat au barreau de Lyon et associé au sein du cabinet Racine. Il est spécialisé en droit de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier. Vous pouvez poser vos questions comme indiqué sur la diapositive qui s'affiche. Anthony Bichelon répondra à la fin de son intervention. Je lui laisse maintenant la parole et vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Oui, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de l'actualité trimestrielle de l'urbanisme. On va passer, comme d'habitude, une demi-heure, 40 minutes ensemble pour décrypter l'actualité de ces 3-4 derniers mois. Et comme vous le verrez, ce début d'année a été particulièrement riche et ne dément pas l'attractivité du droit de l'environnement, y compris dans le milieu de l'urbanisme et de l'aménagement, puisque quasiment toute notre actualité va concerner ces problématiques environnementales qui sont aujourd'hui partout et qui inondent tous les droits, le droit de l'urbanisme, le droit des affaires, tous les droits. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. Une actualité jurisprudentielle, donc on va décrypter 6 jurisprudences ensemble, puis après l'actualité législative qui elle également est riche et qui fait suite notamment à l'approbation de la loi climat cet été. Sur cette actualité jurisprudentielle, la première jurisprudence que j'ai sélectionnée pour vous, c'est une jurisprudence rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 février dernier, et qui fait écho en fait à une décision qu'on avait déjà commentée du tribunal administratif de Strasbourg le 14 octobre 2021. C'est le même type d'affaire puisqu'il s'agit là encore de l'annulation d'un plan local d'urbanisme et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'annulation du PLUI de Toulouse Métropole. Comme pour la jurisprudence rendue par le théâtre de Strasbourg et qui concernait une plus petite collectivité, on est ici face à un PLU annulé en raison de l'insuffisance du document d'urbanisme au regard des exigences de consommation, de lutte contre l'étalement urbain et de modération de la consommation foncière. Ça me permet ici de faire de nouveau un rappel sur ce point à vous, notamment à tous ceux qui travaillent dans les collectivités, ainsi qu'aux promoteurs aménageurs, puisque cette lutte contre l'étalement urbain est aujourd'hui dominante. On a dans notre document d'urbanisme, dans notre plan local d'urbanisme, un premier document qui est le projet d'aménagement et de développement durable qu'on appelle le PADD. Et la loi exige des auteurs du PLU que ce document fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l'étalement urbain. Donc on doit fixer des objectifs chiffrés. Par ailleurs, pour pouvoir justifier de la réalisation et de la mise en œuvre de ces objectifs, le rapport de présentation, qui est une autre pièce du document d'urbanisme, doit lui analyser la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années qui précèdent l'arrêt du projet de PLU, afin qu'on sache ce qui a été consommé les 10 dernières années pour pouvoir voir si on parvient à cet objectif chiffré de modération de la consommation des espaces. Et dans l'affaire du PLUI de Toulouse Métropole, on a ici un PLU annulé, donc confirmation de l'annulation par la Cour administrative d'appel au motif qu'il y aurait une insuffisance du rapport de présentation. Pourquoi il y a ici une insuffisance du rapport de présentation pour la Cour administrative d'appel? Parce que comme je vous l'ai dit, vous devez, quand vous établissez un document d'urbanisme, savoir quelle est la superficie consommée au cours des 10 dernières années. Donc, pour obtenir ce chiffre, vous devez analyser la consommation foncière sur la base d'indicateurs que vous devez avoir en votre possession. Et là, la métropole de Toulouse avait effectivement des bons indicateurs sur la période 2007-2013 qu'elle arrivait à justifier. Et ce qu'elle s'est contentée de faire, donc 2007-2013, on est sur une période de 6 ans, donc il fallait qu'elle justifie encore de la consommation des 4 années suivantes, à savoir 2014-2018.
Vous savez que les PLU, ça dure très longtemps leur procédure d'élaboration. Donc, en fait, au moment où elle débute l'élaboration de son PLU, sans doute, elle ne dispose pas exactement des chiffres de 2014-2018. Donc, en fait, elle s'est contentée d'extrapoler les chiffres obtenus, la moyenne obtenue entre 2007 et 2013, et de l'extrapoler sur la période 2014-2018. Sauf que durant le laps de temps qui s'est écoulé pour permettre l'élaboration de ce document d'urbanisme, on a eu des indicateurs nouveaux qui sont tombés beaucoup plus précis, qui démontraient que cette extrapolation n'était pas bonne. Et du coup, ça viciait les chiffres donnés par la métropole Toulouse concernant cette lutte contre l'étalement urbain et la modération de la consommation foncière. Et donc, sur cette base-là, la Cour administrative d'appel considère effectivement qu'il y a une insuffisance du rapport de présentation. Au motif, et là je cite, « En ce que l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de 10 ans précédant l'élaboration du PLUH, l'approbation du PLUI, reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée. » Donc dès lors qu'on a des chiffres plus précis, des indicateurs plus précis durant cette période d'élaboration du PLU, vous n'avez pas d'autre choix, vous, en tant qu'autorité compétente pour l'élaboration de ces documents d'urbanisme, que de les prendre en compte pour, sans arrêt, mettre à jour votre document d'urbanisme. Donc ça, c'est le premier motif d'annulation. Le deuxième motif d'annulation, il va de soi, c'est-à-dire que le PADD disait que vous alliez réduire, que la métropole de Toulouse allait réduire de 10% la consommation foncière, et ces 10% étaient calculés par rapport à l'extrapolation qu'elle avait faite sur la période des 10 ans précédents. Or, vu que ce calcul était faussé, et bien les 10%, l'objectif qu'elle s'était fixé de 10%, et qui était aussi un objectif fixé en termes d'hectares, donc là, en l'occurrence, elle voulait consommer que 137 hectares par an, c'était l'objectif qu'elle se fixait. La Cour administrative d'appel a précisé que, en fait, ce n'était pas 137 hectares par an qu'il fallait, mais 123 au regard des nouveaux chiffres dont disposait la métropole concernant la consommation foncière des 10 années précédentes. Enfin, et c'est l'autre point, comment on calcule la consommation foncière, les modalités de calcul de cette consommation foncière au cours des 10 dernières années. Là encore, vous n'avez pas d'autre choix que de vous référer à des indicateurs et à des bureaux d'études qui font ces calculs. Et là, vous avez une course un peu des collectivités à gonfler ce qui a pu être consommé au cours des 10 dernières années pour pouvoir consommer un peu plus au cours des 10 prochaines. Et là, qu'avait fait la métropole de Toulouse? Elle avait considéré que toutes les surfaces qui se situaient en zone urbaine étaient considérées comme consommées. Et là, la Cour administrative d'appel vient de nous dire que non, les espaces libres en milieu urbain qui n'ont pas été consommés ne peuvent pas rentrer dans la masse des terrains consommés au cours des 10 dernières années. Pareil, pour les prévisions de consommation foncière, la métropole de Lyon la métropole de Toulouse était obligée de donner des prévisions, et elle n'avait mis dans ces prévisions que les superficies de terrain situées en zone AU. Et là encore, la Cour administrative d'appel lui a dit non, vous ne devez pas mettre dans les prévisions que les terrains situés en zone AU, vous devez également intégrer les surfaces qui se situent en zone urbaine et qui ne sont pas encore consommées. En l'occurrence, on considère sur la métropole de Toulouse que tout terrain de 500 mètres carrés peut faire l'objet d'une urbanisation. Donc tout ce qui faisait plus de 500 mètres carrés non urbanisé en zone urbaine devait être pris en compte dans les éventuelles prévisions de consommation foncière à venir. Bref, vous avez ici des juridictions administratives qui sont de plus en plus exigeantes et pointilleuses sur cet objectif qui est imparti au PLU de limiter la consommation foncière dans les années à venir et d'arriver à justifier de cette limitation de la consommation foncière. Donc voilà pour cette première jurisprudence. Donc soyez extrêmement vigilants sur l'élaboration de vos documents d'urbanisme et sur la fiabilité des chiffres que vous allez donner. Deux autres jurisprudences très récentes, 30 décembre 2021 et 10 mars 2022, des jurisprudences du Conseil d'État, qui font là encore écho à une jurisprudence qu'on avait vue
ensemble dernièrement une jurisprudence du TN de Nîmes du 9 novembre 2021. Ces 3 décisions de justice concernent la fameuse réglementation sur les espèces protégées. Vous connaissez le principe, dès lors qu'on a une espèce protégée sur un terrain, on ne peut pas y porter atteinte. Autrement dit, ça rend le terrain totalement inconstructible. Donc, pour éviter cette inconstructibilité de principe, on a prévu une dérogation, enfin, c'est le législateur qui l'a prévu. Si vous justifiez d'une raison impérative d'intérêt public majeur, que vous justifiez qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante et que votre projet ne portera pas atteinte de façon définitive à une espèce protégée ou à sa préservation, vous pourrez obtenir une dérogation qui va vous être donnée par le préfet. Mais il faut passer cette étape et cette première condition de la raison impérative d'intérêt public majeur. Dans notre décision du 9 novembre 2021 TA de Nîmes, on avait vu que Amazon, pour la réalisation d'un centre de tri, avait obtenu du préfet une dérogation à espèces protégées et que cette dérogation avait été annulée par le tribunal administratif de Nîmes au motif que la création d'un centre de tri Amazon, quand bien même il créerait plusieurs centaines d'emplois dans un département jugé sinistré et quand bien même les retombées économiques seraient très fortes sur le secteur, n'en constitue pas moins une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc Amazon avait vu sa dérogation espèces protégées annulée par le tribunal administratif de Nîmes. Et là, on a 2 autres jurisprudences qui sont rendues, qui viennent là encore annuler des dérogations accordées par le préfet en raison de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur. Donc la première décision, qui est Conseil d'État 30 décembre 2021, va concerner une extension d'une carrière de sable. Donc on est sur le département région Normandie, et on a un maître d'ouvrage qui demande l'extension de sa carrière de sable, et il demande une dérogation espèces protégées en raison de la présence d'espèces protégées sur le site. Le préfet, lui, délivre la dérogation. Il considère, le préfet, qu'il y a une raison impérative d'intérêt public majeur, puisqu'il y a très peu de carrières de sable en Normandie, que ça va créer quelques emplois, que le sable est d'une très bonne qualité et que par ailleurs le gisement est lui aussi d'une très bonne qualité, de telle sorte que l'emprise du gisement est très faible, compte tenu en fait de la bonne qualité et de la densité, de la forte densité du gisement. Donc le préfet délivre la raison impérative, la dérogation. Il autorise à porter atteinte à l'espèce protégée en considérant qu'il y a bien une raison impérative d'intérêt public majeur. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel et le Conseil d'État, eux, ont une position différente, que l'extension de la carrière de sable blanc ne constitue pas une raison impérative d'intérêt public majeur. Et là, on prend en compte, donc le Conseil d'État fait une analyse, on va dire, au cas par cas. Il considère que oui, il y a peut-être peu de gisements de sable en Normandie, mais il n'y en a pas aucun. Que par ailleurs, le fait d'importer du sable de régions avoisinantes n'est pas problématique, et que par ailleurs, rien ne justifie, en tout cas que les quelques emplois créés ne justifient pas une raison impérative d'intérêt public majeur, donc il annule. Plus surprenant encore, c'est l'autre décision, celle du 10 mars 2022, puisque là, c'est un parc éolien qui est en cause. Il y a une dérogation qui est donnée par le préfet, une dérogation portée atteinte à 4 espèces de reptiles, espèces d'amphibiens et 70 espèces d'oiseaux, dont 9 à fort enjeu de conservation, qui justifie de porter atteinte à toutes ces espèces. Eh bien, ce n'est pas la position du Conseil d'État qui considère, dans ce cas-là, que finalement, ce parc éolien ne va permettre d'alimenter que 26 000 habitants et qu'il n'en existe quasiment aucune, ou très peu. Ce qui fait que vous, collectivités, vous, maîtres d'ouvrage, dès lors qu'il y a aujourd'hui une espèce protégée sur un terrain, on doit plutôt partir du postulat que ce terrain est devenu inconstructible en raison de sa contrainte environnementale. Après, il faut se rapprocher, dans ce cas-là, notamment pour les maîtres d'ouvrage, il faut se rapprocher de bureaux d'études spécialisés et d'écologues spécialisés en faune flore pour voir si effectivement on ne peut pas avoir des mesures d'évitement qui pourraient être mises en place
pour justifier de la réalisation de son projet. Mais le principe, c'est qu'effectivement, la présence d'une espèce protégée rend le terrain inconstructible. Là, je mets en tout cas pour promoteurs et aménageurs un petit warning sur la présence d'espèces protégées, sur la signature de vos compromis, promesses de vente. Je vous inviterai à mettre des conditions suspensives liées à l'absence d'espèces protégées sur le site. Parce que c'est pas parce que vous avez une espèce protégée que la mairie ne délivrera pas un permis de construire. Le permis de construire, c'est une législation qui est indépendante, qui relève du code de l'urbanisme, alors que la réglementation espèces protégées relève du code de l'environnement. Donc, en fait, la mairie peut parfaitement vous délivrer le permis s'il est conforme à la réglementation d'urbanisme. Pour autant, vous ne pourrez pas l'exécuter s'il y a une espèce protégée dessus. Donc, faites attention à cette problématique environnementale et n'hésitez pas à mettre des conditions suspensives pour avoir le maximum de garanties dans vos actes. Ça m'amène là encore à une précision sur cette fameuse réglementation espèces protégées. On a une décision qui a été rendue par la Cour administrative de Lyon le 16 mars 2022, donc toute récente. Elle vient apporter une précision qui est intéressante. Vous connaissez, ça me permet de faire un rappel avec vous sur cette fameuse autorisation environnementale unique. Vous savez qu'il y a quelques années, en 2017, vous avez le législateur qui a voulu simplifier le code de l'environnement et toutes cette multitude d'autorisations qu'il vous fallait au titre du code de l'environnement notamment, et qui a voulu les regrouper au sein d'une autorisation environnementale unique. Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation environnementale unique, il faut grosso modo que votre projet relève soit d'une autorisation loi sur l'eau, soit d'une autorisation ICPE. Si c'est le cas, vous bénéficiez de la procédure autorisation environnementale unique, donc une seule autorisation qui vaudra loi sur l'eau, ICPE, espèces protégées et autorisation de défrichement notamment. Là, dans ce dossier, on a un maître d'ouvrage qui est la société Grand Massif Domaine Skiable, qui a demandé une autorisation environnementale unique pour un projet de modernisation et d'extension d'un domaine skiable. Il y a des espèces protégées et il obtient son autorisation environnementale unique qui l'autorise à porter atteinte aux espèces protégées présentes sur l'emprise de son projet. Une association, je crois, de défense de l'environnement conteste la légalité de l'autorisation environnementale unique. Et sur le fondement de la réglementation espèces protégées, on obtient l'annulation au motif, là encore, qui est que l'extension d'un domaine skiable n'est pas une raison impérative d'intérêt public majeur qui justifie de porter atteinte à une espèce protégée. Donc, le tribunal annule l'autorisation environnementale. Le dossier part à la Cour administrative d'appel de Lyon et la Cour administrative d'appel de Lyon amène une simple précision, c'est que si une autorisation environnementale unique n'est illégale que sur un seul de ses volets, alors on peut prononcer une annulation partielle. Et là, en l'occurrence, l'annulation n'a concerné finalement que le volet espèces protégées. Pour tout ce qui était loi sur l'eau, ICPE ou autorisation de défrichement, l'autorisation n'a pas été annulée, donc elle produit toujours ses effets. Donc voilà la petite précision apportée par la Cour administrative d'appel de Lyon dernièrement. Donc c'est une divisibilité de l'autorisation environnementale unique. C'était un risque qui pouvait peser sur ce type d'autorisation. On ne savait pas si dès lors qu'on avait un vice, tout était annulé ou si on pouvait obtenir une annulation partielle. Et la Cour administrative nous dit qu'une annulation partielle est parfaitement envisageable. On passe maintenant à des jurisprudences qui ne concernent plus directement le droit de l'environnement, mais qui vont concerner plus l'instruction des autorisations d'urbanisme. Et on a une décision très intéressante en matière notamment de cristallisation des dispositions d'urbanisme dans un lotissement et de sursis à statuer. Et là encore, ça va me permettre de faire rapidement un rappel, de vous faire rapidement un rappel sur ce point-là. Pourquoi on parle de cristallisation des dispositions d'urbanisme dans un lotissement? Le lotissement, vous savez, il prend deux formes. Soit il y a une déclaration, c'est une division foncière qui relève soit du régime de la déclaration préalable, soit du régime du permis d'aménager. Dès lors qu'on vous délivre cette autorisation de lotir, vous bénéficiez sur les lots du lotissement du maintien du PLU en vigueur au jour de l'autorisation de lotir pendant 5 années.
Donc pendant 5 années, vous allez, entre guillemets, figer, cristalliser le PLU. Dans le dossier qu'on a ici, on a le 12 avril 2018 une non-opposition à déclaration préalable. Le 5 janvier 2019, il y a un permis de construire qui est délivré sur un des lots du lotissement pour la construction d'une maison avec piscine. Et le 10 décembre 2020, ce permis de construire est contesté. Et le 10 décembre 2020, le permis qui a été délivré par le maire est annulé par le tribunal administratif de Lyon au motif, pour le tribunal, que ce projet de maison avec piscine contrevient aux dispositions du nouveau PLU qui est entré en vigueur, et le maire aurait dû surseoir à statuer. Parce qu'à Lyon, on a un nouveau, on est sur la métropole de Lyon, et en juin 2019, vous avez le nouveau PLU qui est entré en vigueur. Donc là, on a un lotissement en 2018. Le 5 janvier 2019, on a un permis de construire qui est délivré sur un lot du lotissement. Et on a un contentieux sur ce permis de construire. Et le tribunal dit au maire, vous connaissez au 5 janvier 2019 les dispositions du futur PLU qui sont entrées en vigueur en juin 2019. Vous savez que ce projet de maison avec piscine contrevient aux futures dispositions du PLUH de Lyon. Donc, vous auriez dû, monsieur le maire, surseoir à statuer. Anticiper cette règle. Donc le débat et toute la problématique qui est posée ici au juge administratif, c'est de savoir qui du sursis à statuer ou de la cristallisation prime sur l'autre. Parce que vous savez que donc maintenant le lotissement cristallise la règle pendant 5 ans, mais en même temps, les juridictions administratives disent au maire, quand vous savez qu'un projet contrevient aux dispositions d'un futur PLU, vous devez surseoir à statuer. Et donc là, le tribunal administratif de Lyon a fait primer le sursis à statuer sur les règles de cristallisation. Eh bien, le Conseil d'État prend la position inverse. Il rappelle les dispositions de l'article 442-14 du Code de l'urbanisme, je cite, « Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, ce qui était le cas ici, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions sur le fondement des dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à déclaration préalable, et ce pendant 5 ans à compter de cette même date. » Donc le Conseil d'État dit il y a une déclaration préalable de lotissement qui a figé le PLU en vigueur au 12 avril 2018 pendant 5 années. Donc tous les permis de construire qui sont délivrés dans ce lotissement pourront bénéficier des anciennes règles. Et le sursis à statuer doit s'effacer par rapport aux règles à la cristallisation dans un lotissement. Ça, c'est la position du coup du Conseil d'État. Donc aujourd'hui, pas de sursis à statuer possible dans un lotissement. Pourquoi le tribunal administratif de Lyon a eu un doute et pourquoi il avait pris une position inverse, et ça me permet là aussi de vous faire un rappel, c'est sans doute parce qu'il a fait une analogie avec le certificat d'urbanisme. Vous savez qu'un certificat d'urbanisme, même informatif, va figer la règle d'urbanisme pendant 18 mois. Donc j'obtiens le 1er janvier 2022 un certificat d'urbanisme. Pendant 18 mois, à savoir jusqu'au 31 juin 2023, je vais pouvoir bénéficier des dispositions du PLU applicables au 1er janvier 2022. Il y a une exception à ce principe, c'est lorsque, au jour du certificat d'urbanisme, il y avait une procédure de révision ou d'élaboration du PLU qui était suffisamment avancée. Dans ce cas-là, et les juridictions administratives considèrent que le certificat d'urbanisme ne fait pas échec à un sursis à statuer. Donc, si au 1er janvier 2022, j'ai un nouveau PLU en cours d'élaboration et qu'un projet pourrait contrevenir à ce futur PLU en cours d'élaboration, eh bien, je n'ai pas le droit à cristalliser ma règle d'urbanisme pendant 18 mois. Donc, c'est sans doute par analogie avec le certificat d'urbanisme que le théâtre de Lyon avait considéré que le lotissement ne protégeait pas du sursis à statuer. Donc, pour résumer, et pour essayer d'être le plus clair possible, aujourd'hui, le lotissement me fige ma règle d'urbanisme pendant 5 années. Et c'est tellement protecteur
que le lotissement me protège du sursis à statuer. En revanche, le certificat d'urbanisme, lui, me fige ma règle d'urbanisme pendant 18 mois, mais ne me protège pas du sursis à statuer. Donc, quand vous avez un doute, et là, j'en avise tous les maîtres d'ouvrage, quand vous avez un doute sur l'évolution de la règle d'urbanisme, le plus protecteur pour vous, c'est de déposer une autorisation de lotir sur votre foncier, et vous savez que pendant 5 années, vous êtes protégé d'une évolution de la règle d'urbanisme. Voilà pour cette précision qui est quand même importante et qui a été apportée par le Conseil d'État le 31 janvier 2022. Autre point important sur l'instruction des autorisations d'urbanisme, c'est sur la distinction équipement propre, équipement public. Et là, je m'adresse aux collectivités publiques comme aux maîtres d'ouvrage, puisque c'est une question récurrente. Un équipement propre, un équipement public, c'est quoi la différence et quels sont les impacts? L'impact premier, et on va aller directement sur cet impact-là, puisque c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est que si vous réalisez un équipement public, par définition, il doit être financé par une collectivité publique. Si c'est un équipement propre, alors il peut être financé par un maître d'ouvrage privé. Qu'est-ce qu'on a dans ce dossier, dans cette affaire qui a été jugée le 30 décembre 2021? On a un permis de construire qui est délivré à un maître d'ouvrage pour la réalisation de 80 logements répartis en 10 maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs. Ce permis va être transféré à un autre maître d'ouvrage après avoir été délivré. Donc, il est transféré en août 2015. Au premier trimestre 2016, le nouveau titulaire du permis estime que la voie principale qu'il a réalisée au sein de l'opération de 80 logements, il estime que ce n'est pas un équipement propre, mais que c'est un équipement public. Du coup, il considère, ce maître d'ouvrage privé, que ce n'était pas à lui de le payer, mais au maire. Et il fait une mise en demeure qu'il adresse à la mairie, une mise en demeure de lui verser la somme de 640 870 € qui correspond au coût de réalisation de la voie. Le maire rejette bien évidemment cette demande, considérant que c'est un équipement propre. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, valide la position du maire et considère que c'est un équipement propre. L'affaire est amenée devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a une toute autre lecture du dossier. Qu'est-ce que va nous rappeler? La première des choses, le Conseil d'État, c'est qu'il va venir nous donner une définition. Il va nous rappeler la définition de ce que c'est qu'un équipement public. Et il nous rappelle que l'équipement est considéré comme étant un équipement public, tout ouvrage qui va excéder les besoins du projet de construction. Donc là, l'équipement en litige, c'était une voie principale, la voie principale d'une opération de 80 logements. Donc ce qu'il faut regarder pour savoir si c'est un équipement propre ou un équipement public, c'est qu'il faut regarder si elle n'a vocation à desservir que les 80 logements ou si elle a une vocation plus large. Donc dans ce dossier, le TA et la Cour administrative d'appel avaient considéré que ça ne desservait que les 80 logements. Le Conseil d'État, lui, va dire il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la voie réalisée par la société Ranchère dessert une route départementale et préfigure par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagement une voie primaire structurante prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d'établir la liaison entre les deux routes départementales. Donc, le Conseil d'État, et c'est aussi un peu la précision apportée par cet arrêt, c'est qu'il regarde les caractéristiques de la voie. Donc, il dit largeur, aménagement, ce n'est pas une voie qui a vocation à desservir que 80 logements. Elle a une vocation beaucoup plus large. Et par ailleurs, il se base sur les documents d'urbanisme de la commune pour dire le PADD avait prévu la réalisation de cette voie qui avait pour mission de prolonger au sud, d'établir au sud la liaison entre les deux routes départementales. Donc, sur la base de ces constatations, le Conseil d'État considère que le TA et la Cour administrative d'appel ont eu une appréciation erronée des faits et il a renvoyé l'affaire. Donc, la conséquence, c'est que l'affaire a été renvoyée devant une Cour administrative d'appel qui va sans doute conclure qu'il ne s'agissait pas d'un équipement propre, mais bien d'un équipement public. Dans ce cas-là,
ça veut dire que la société Rancher maître d'ouvrage pourra obtenir une indemnisation de 640 000 € auprès de la commune, puisqu'elle a financé un équipement public. Donc faites très attention quand vous instruisez les autorisations d'urbanisme à ne pas mettre à la charge d'une personne, du pétitionnaire, un équipement qui pourrait être qualifié d'équipement public. Si c'est un équipement public, c'est à vous, collectivité, de le financer et de le mettre en œuvre. Concernant maintenant les risques, le risque, c'est ce qu'on appelle une action en répétition de l'indu devant le tribunal, et elle peut être actionnée, cette action en répétition de l'indu, durant 4 ans, à compter de la réalisation de l'équipement litigieux. Donc les enjeux sont importants, donc gardez bien en tête, tout équipement qui excède les seuls besoins du projet de construction n'est pas un équipement propre qui doit être mis à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, mais il s'agit bien d'un équipement public devant être financé par la collectivité. Autre point qui concerne, là encore, les taxes, c'est une petite précision sur le débiteur de la taxe d'aménagement en cas de cotitularité sur l'autorisation d'urbanisme. La décision n'est pas révolutionnaire, elle vient juste apporter une précision. En juin 2019, le Conseil d'État a déjà jugé qu'en cas de cotitularité sur un permis de construire valant division, les redevables de la taxe d'habitation sont tous les titulaires du dit permis. Chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe. Autrement dit, pour l'administration, quand vous avez 4 titulaires sur un permis de construire valant division, l'administration peut parfaitement réclamer la totalité de la taxe d'aménagement à un seul des cotitulaires. Et après, les 4 feront leur affaire de la répartition de la taxe. Mais l'administration, en tout cas, n'a pas, elle, à faire cette répartition. Donc ça, la règle avait été figée pour un permis de construire valant division. En revanche, ici, dans cette nouvelle affaire, on n'est pas face à un permis de construire valant division, on est face à un permis de construire tout simple, délivré en cotitularité. En l'occurrence, il y avait 3 cotitulaires. Et la question s'était là encore posée, qui est titulaire, qui est le débiteur de la taxe d'aménagement? Est-ce que ce sont les 3 à proportion égale? Est-ce que l'administration peut notifier la taxe qu'à un seul? Et ça, c'est la question qui a été posée aux juridictions administratives. C'est monté jusqu'au Conseil d'État qui a étendu sa jurisprudence du 19 juin 2019 à tout permis de construire. Donc, comme l'a rappelé le rapporteur public dans cette affaire, je cite, « Chacun des bénéficiaires de l'autorisation est redevable de la taxe due à raison de l'ensemble du projet autorisé et que l'administration a le libre choix de se tourner vers l'un ou l'autre ou vers l'ensemble des bénéficiaires de permis pour obtenir le paiement de sa créance. » Autrement dit, la répartition de la taxe n'est pas l'affaire de l'administration. Conséquence pour les cotitulaires du permis, je vous invite à faire des conventions de cotitularité. C'est à mon sens quelque chose qui est impératif lorsqu'on dépose un permis en cotitularité, c'est de prévoir une convention et c'est la convention qui prévoira entre vous la répartition de la taxe pour éviter tout contentieux ultérieur. Voilà pour cette dernière actualité jurisprudentielle. Passons à l'actualité législative et à ce fameux décret tout récent du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets. Vous en entendrez parler, c'est ce qu'on appelle la clause filet, la fameuse clause filet. Ça me permet là encore de faire avec vous un rappel sur l'étude d'impact. Vous savez que l'étude d'impact, c'est sans doute dans notre droit interne la procédure environnementale la plus lourde. Elle a des conséquences en termes de coûts et de délais importantes. Et aujourd'hui, pour savoir jusqu'à l'examen au cas par cas, grosso modo, c'est vous faisiez une demande à l'administration en lui disant, voilà, j'ai un projet soumis à cas par cas, est-ce que vous, autorité environnementale, vous voulez me soumettre à étude d'impact? Et elle vous répondait. Ça, c'était la réglementation en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et le seul bémol qu'on avait, c'est que le 15 avril 2021, le Conseil d'État avait rendu une décision dans laquelle il avait considéré que cette réglementation était insuffisante puisqu'elle ne permettait pas de garantir que tous les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement puissent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Donc ce décret du 25 mars 2022 vient élargir les projets soumis à étude d'impact pour répondre
à la critique formulée par le Conseil d'État le 15 avril 2021. Donc désormais, on a de nouveaux projets qui sont situés en dessous des seuils fixés à l'article 422-2 qui peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, c'est l'autre nom de l'étude d'impact, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc on a ce fameux article R122-2-1 qui vient d'être rajouté dans le Code de l'environnement par le décret et qui vient nous dire effectivement qu'on a des nouveaux projets qui peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale si nécessaire. Donc, quels sont ces projets? En fait, sont soumis à, peuvent être soumis du coup à une évaluation, à une étude d'impact. Les autorisations environnementales uniques qui jusque-là ne faisaient pas l'objet d'une évaluation, d'une étude d'impact, les déclarations de loi sur l'eau, les autorisations spéciales aux articles L341-7 et L341-10 du Code de l'environnement, grosso modo, sont les travaux qui ont trait à des sites inscrits ou classés, les déclarations ICPE, les autorisations de défrichement et les demandes de concession sur le domaine public. Donc, dès lors que vous êtes dans l'une de ces 6 rubriques et que votre projet n'était pas concerné jusque-là par une étude d'impact, par la procédure d'étude d'impact parce que vous étiez en dessous des seuils fixés par l'article R122-2, aujourd'hui, votre projet va pouvoir être soumis à étude d'impact. Comment il peut être soumis à étude d'impact? Eh bien, dès lors que vous êtes dans l'un de ces 6 cas, dès que l'administration reçoit votre, par exemple, déclaration de loi sur l'eau ou déclaration ICPE, elle dispose d'un délai de 15 jours, si elle le souhaite, donc c'est totalement discrétionnaire, hein, c'est laissé à la libre appréciation de l'administration. L'administration dispose d'un délai de 15 jours pour vous avertir que vous devez saisir l'autorité environnementale pour que celle-ci examine au cas par cas la nécessité de réaliser une étude d'impact. Donc vous êtes maître d'ouvrage, vous avez un dossier soumis à déclaration loi sur l'eau. Il est en dessous des seuils prévus à l'article R122-2. Donc vous pensiez jusque-là, enfin vous étiez jusque-là exonéré d'études d'impact, c'est vrai, aujourd'hui c'est plus forcément le cas, puisque le préfet qui va recevoir votre déclaration de loi sur l'eau va pouvoir aujourd'hui se dire, tiens, ce projet, je pense que je vais le soumettre à l'examen, je vais demander à l'autorité environnementale qu'elle examine au cas par cas si oui ou non il y a besoin d'une étude d'impact. Il a 15 jours pour vous en informer. S'il vous dit, vous devez faire un cas par cas, c'est à vous, maître d'ouvrage, dorénavant, de saisir l'autorité environnementale pour que celle-ci examine votre dossier et qu'elle regarde s'il est pertinent ou pas de réaliser une étude d'impact. Et donc, elle examine le dossier, elle vous soumet ou elle vous dispense de réalisation d'une étude d'impact. Donc, voilà un projet de décret qui est, un décret, pardon, parce qu'il est rentré en vigueur, un décret qui va avoir des incidences notables sur l'instruction de vos dossiers. Autre actualité législative, cette fois-ci, on est sur où il y a on avait parlé ensemble lors des dernières sessions de la fameuse loi climat. Pour rappel, la loi climat qui a été approuvée le 22 août 2021 fixe un objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Autrement dit, d'ici 2050, on n'aura plus le droit d'artificialiser un sol, sauf si on compense. De façon schématique, c'est ce que nous dit la loi. Donc la loi est venue nous définir ce que c'était que la notion d'artificialisation, quelle était la notion de renaturation, parce que si vous renaturalisez maintenant des espaces, vous aurez le droit d'artificialiser d'autres espaces. Ça va être cette fameuse compensation mise en place. Cette loi a été approuvée et elle annonçait des décrets d'application pour venir nous préciser ce qu'était un sol artificialisé et ce qu'était un sol non artificialisé. Donc, on a un projet de décret qui a été mis à consultation jusqu'au 25 mars dernier, qui vient nous apporter un certain nombre de précisions sur ce qu'on doit considérer comme étant un sol artificialisé et ce qui ne l'est pas. Donc, ce projet de décret prévoit 5 types de surfaces artificialisées. Donc, c'est des surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti, logique. Des surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles. Des surfaces partiellement ou totalement perméables. Des surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites ou des surfaces couvertes par une végétation non ligneuse à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire ou à usage d'infrastructures de transport ou de logistique.
Voilà ce à quoi correspond une surface artificialisée au sens de la loi climat. Elle nous donne une définition également, ce décret, de ce qu'est une surface non artificialisée, donc surface naturelle, nue, des surfaces à usage de culture ou des surfaces végétalisées qui constituent un habitat naturel. Vous avez ici 3 types de surfaces non artificialisées qui vont vous permettre de comprendre et de mettre en œuvre cette loi climat qui, je le rappelle, tend vers un objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. En attendant 2050, tous les 10 ans, les PLU vont devoir être revus pour diminuer par 2 la consommation foncière sur les territoires concernés par les PLU. Donc, pour tous ceux qui sont propriétaires, gros propriétaires fonciers aujourd'hui, et qui faites de la réserve foncière en vous disant que vous gardez vos terrains bien au chaud et que demain ils vaudront plus cher, la réponse est faux. Demain, ils risquent de rien valoir. Si ce sont des surfaces non artificialisées en 2050, ces surfaces non artificialisées, quand bien même elles seraient en zone urbaine aujourd'hui, demain, elles devront rester non artificialisées. Donc, ça vous permet d'anticiper la loi et tous les 10 ans, voilà, on va diviser par 2 le nombre de la consommation foncière sur le territoire français pour atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Pour être bien clair là encore, pourquoi on rajoute net derrière l'objectif de zéro artificialisation? Simplement parce qu'il y aura une compensation qui sera possible. On pourrait imaginer, par exemple, je prends le territoire rhône-alpin, on pourrait imaginer qu'un promoteur qui veuille aujourd'hui artificialiser un terrain sur Lyon, qui est une ville très dynamique, puisse le faire à la condition de renaturaliser un site qui est d'ores et déjà urbanisé, une vieille friche industrielle qu'on pourrait trouver dans la région stéphanoise ou dans la région rouennaise. Voilà, donc en compensation de la suppression de la friche pour renaturaliser le site, il aura le droit d'artificialiser sur l'île. Voilà ce vers quoi veut tendre cette fameuse loi. Donc pour y arriver, comme je vous l'ai dit, les PLU vont être modifiés tous les 10 ans pour réduire petit à petit l'artificialisation possible des sols. Et pour vérifier le bon déroulement de ce process, la loi climat a introduit à l'article L 2331-1 du Code général des collectivités territoriales une obligation pour les maires ou les présidents de PCI. Et c'est une obligation, en fait, tous les 3 ans, d'établir un rapport sur justement le rythme de l'artificialisation des sols sur leur territoire. Donc tous les 3 ans, le rapport devra être établi par le maire ou le président de l'EPCI pour attester que effectivement il suit un bon rythme de croisière concernant la lutte contre l'étalement urbain et la modération de la consommation foncière. Et on a un projet de décret qui vient nous dire, un deuxième projet de décret qui vient nous dire ce qu'il est attendu dans ce rapport. Donc le rapport devra présenter 3 indicateurs. Premier indicateur, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, renseigné en nombre d'hectares, le cas échéant décliné par type d'espace et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Deuxième indicateur, le sol, donc la surface artificialisée, les surfaces désartificialisées. Et troisième indicateur, l'évaluation du respect des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc voilà ce que devra contenir ce rapport de présentation selon le décret, le projet de décret qui devrait pas tarder à être signé. Donc voilà pour ce point concernant l'actualité trimestrielle. J'ai tenu dans les 45 minutes qui m'étaient imparties. On a environ 15 minutes de questions. Donc je vous invite à faire part de vos questions si vous en avez, selon la procédure qui était prévue et qui vous est rappelée ici. Je laisse la main à Léa. Dans l'attente, je vous invite à poser vos questions. Oui, merci Anthony Bichelon pour cette présentation. Donc,
Posez toutes vos questions. On est en train de les transmettre à Anthony Bichelon pour qu'il puisse y répondre. Et je crois qu'il y en a déjà quelques-unes. Exactement. Donc, en parallèle de mes réponses, continuez à vous poser vos questions. Donc, on me demande s'il existe un portail qui regroupe des cartes représentant les espèces protégées. Non, il n'existe aucun portail. La problématique des espèces protégées faune, flore, c'est que déjà, elles bougent. Donc, un terrain qui ne comporte aujourd'hui aucune espèce protégée, ça ne veut pas dire que demain, il n'en comportera pas. C'est la théorie du droit. Ce qu'il faudrait faire idéalement avant la mise en œuvre de tout projet d'aménagement sur un terrain, c'est faire passer un écologue sur site pour qu'il constate l'absence ou la présence d'espèces protégées, puisque il faut un œil expert pour pouvoir les identifier. Pour ma part, je suis dans l'incapacité de vous dire, lorsque je me déplace sur un terrain, si j'ai des espèces protégées ou pas dessus. On en connaît tous quelques-unes. On sait que les chauves-souris, en règle générale, sont espèces protégées. Quand on voit des batraciens ou des lézards, il y a de fortes chances pour que ce soit une espèce protégée. Après, pour le reste, c'est compliqué et c'est surtout pour la flore. Donc, pas de portail. Il faudrait idéalement avoir en interne un écologue qui analyse tous les sites avant réalisation de vos projets. On me demande pourquoi ne pas saisir directement l'autorité environnementale afin qu'elle nous en dise si notre projet est soumis à étude d'impact ou non. Oui, alors merci pour cette question. Donc, on a vu effectivement cette fameuse clause filet qui fait qu'aujourd'hui, des projets qui seraient soumis à déclaration de loi sur l'eau notamment ou à déclaration ICPE pourraient être soumis à examen au cas par cas et du coup à étude d'impact. Donc ça, c'est l'administration qui dispose d'un pouvoir arbitraire pour le faire. Néanmoins, dans le décret qui vient d'être approuvé, le 25 mars dernier, il est prévu la possibilité pour le maître d'ouvrage de consulter directement l'autorité environnementale pour qu'elle se prononce sur la nécessité ou pas sur votre projet de réaliser cette fameuse étude d'impact. Donc c'est très théorique. Si pour chaque déclaration sur loi sur l'eau, je faisais une saisine facultative de l'autorité environnementale, on risquerait de se compliquer et d'alourdir notre procédure, mais c'est envisageable. Concernant la compensation possible pour la renaturalisation des sols, est-ce que la compensation est considérée 1 mètre compensé pour 1 mètre consommé? Oui, normalement, c'est ce vers quoi on va tendre. Donc, on demandera de compenser au mètre carré près. C'est l'objectif qui devrait être fixé. Bonjour, qu'est-ce que la végétation non ligneuse? J'en ai strictement aucune idée, chers confrères, de ce que c'est que la végétation non ligneuse. Ça, il faudra voir avec des spécialistes écologues ce qu'ils appellent être une compensation non ligneuse, mais ce n'est pas, à mon sens, une notion juridique. Autre question. Le décret COSFILE s'appliquera-t-il à toutes les opérations d'aménagement, même sans DLE ou sans AEU? Il s'appliquera, le décret clause filet va s'appliquer aux 6 catégories de projets que je vous ai listés dans mon support PowerPoint qui vous a été présenté. Donc, c'est autorisation environnementale unique, déclaration loi sur l'eau, déclaration ICPE notamment. Et après, encore une fois, la spécificité, c'est que vous allez déposer donc, auprès des préfectures vos dossiers, comme habituellement. Et en fait, la nouveauté, c'est que dans l'instruction, aujourd'hui, l'administration va disposer d'un délai de 15 jours pour vous dire « je veux que vous rapprochiez, vous, maître d'ouvrage, de l'autorité environnementale afin qu'elle examine au cas par cas la nécessité ou pas de réaliser une étude d'impact ». Et si c'est le cas, bien évidemment, vos délais d'instruction de votre déclaration, ICPE ou loi sur l'eau, sera augmenté. Bonjour, les ZAN, donc ZAN zéro artificialisation nette, vont concerner toutes les villes, même les villes denses et urbanisées d'Île-de-France. Oui, alors le principe de l'objectif zéro artificialisation nette des sols va concerner tout le territoire français. Ça, c'est une certitude.
puisque la loi a été votée telle qu'elle. On peut peut-être imaginer des appréciations différentes dans les zones rurales pour pas non plus brider totalement ces territoires. En revanche, dans les zones tendues et les zones denses, c'est certain que d'ici 2050, vous ne pourrez plus artificialiser sans compenser. Les prochains décrets de la loi climat seront connus à quelle date? Juillet a déjà été évoqué par des avocats. Alors là, on les a, hein, les trois. Moi, je vous ai là ici, il y a 3 projets de décrets qui ont été mis à la consultation. Je vous en ai présenté rapidement 2 en fin de formation. Le 3e ne présentait pas grand intérêt pour ce format, on va dire, de présentation. Donc là, c'est que des projets. Quand est-ce qu'ils seront signés? Je ne sais pas la date exacte, mais ça devrait intervenir, à mon avis, dans les prochaines semaines, avant juillet. J'ai une question. Ces dispositions s'appliquent-elles dans les périmètres de ZAC? Alors, je ne l'ai pas en entière. Je n'ai pas, Madame Pivard, je n'ai pas votre question en entier, malheureusement. Vous devez sans doute m'interroger si les dispositions, alors je ne sais pas lesquelles, s'appliquent dans les périmètres de ZAC. Si vous pouvez préciser, n'hésitez pas. Combien de temps est valable une étude FunFlore? Alors, il n'y a pas de délai sur combien de temps une étude FunFlore est valable. Ce qui est certain, c'est que pour les plus gros projets aujourd'hui, quand on est consulté par des clients, on part sur une étude FunFlore, on parle d'une étude sur une année, parce qu'il faudrait idéalement qu'on connaisse tout ce qui se passe sur le terrain de janvier à décembre. Donc déjà, il faudrait une étude FunFlore sur l'année entière. Et combien de temps cette étude FunFlore est valable? La réglementation ne nous le dit pas. En revanche, c'est le risque, c'est vous qui le prenez. Hein. Vous pouvez avoir une étude FunFlore que vous avez réalisée il y a 2 ans qui conclut à l'absence d'espèces protégées. Si demain vous avez un voisin qui constate que depuis ces 2 dernières années, il y a une espèce protégée qui s'est installée sur le terrain, il peut aller se plaindre auprès de l'administration et vous pouvez avoir un procès verbal d'infraction dressé à votre encontre si vous n'avez pas demandé une dérogation espèce protégée. Alors, on me dit, dans le cadre du décret du 25 mars, il est indiqué l'autorité compétente, mais il reviendra au centre instructeur des autorisations d'urbanisme de déterminer si le projet est soumis à examen au cas par cas. Donc, c'est une question non. Normalement, ce ne sera pas à vous, ce sera à l'autorité qui va recevoir le dossier. Donc là, en l'occurrence, on a vu ces fameuses 6 rubriques. Donc la déclaration loi sur l'eau, la déclaration ICPE, elle n'est pas déposée en mairie, hein, elle est déposée en préfecture. Donc c'est la préfecture qui fera le travail de vous dire si oui ou non vous êtes soumis à examen au cas par cas. En revanche, pour les autorisations d'urbanisme, ce décret amène une nouveauté, c'est qu'il va obliger aujourd'hui le maître d'ouvrage à vous dire si son projet est soumis à une procédure environnementale. Donc aujourd'hui, si par exemple il faut le projet de construction doit également faire l'objet d'une déclaration de loi sur l'eau, le pétitionnaire devra obligatoirement vous en informer. Donc vous serez simplement informé que potentiellement il peut y avoir un examen au cas par cas qui peut être prescrit. Pourquoi ne pas saisir directement l'autorité environnementale? Eh bien oui, effectivement, on peut, si on considère que son projet a quand même des incidences, le mieux, c'est plutôt que d'attendre une réponse de l'administration, mieux vaut anticiper, directement déposer sa demande auprès de l'autorité environnementale pour qu'elle se prononce au cas par cas sur la nécessité ou pas de réaliser la fameuse étude d'impact. Voilà, on me dit il y a beaucoup, il y a énormément de questions qui me sont posées, donc je ne vais pas pouvoir répondre à toutes. Il est déjà 15h30.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Concernant la distinction équipement propre, équipement public, un équipement propre peut-il être financé par une personne publique ou est-ce seulement le cas des équipements publics? Oula, alors là, non, surtout pas. Un équipement propre ne peut pas être financé par une personne publique. Autrement, ça voudrait dire que de l'argent public va financer un projet privé, ce qui serait à mon sens très grave. Donc là où vous devez être vigilant, c'est que quand il y a un équipement à réaliser dans une opération d'aménagement, vous devez absolument tous, de quel côté que vous soyez, côté collectivité ou côté maître d'ouvrage, vous devez déterminer la nature de cet équipement. Si c'est un équipement propre, il ne peut être payé que par le privé, enfin que par le maître d'ouvrage. Si c'est un équipement public, dans ce cas-là, il ne peut être financé que par la collectivité en charge de l'équipement public. Donc, il y a une distinction, à faire là-dessus importante, hein, sur la nature de l'équipement et son financement. Donc, Madame Pivard, j'ai bien eu le reste de votre question. Je ne pourrais pas y répondre comme ça. Donc, vous me demandez si la procédure est applicable dans les accords approuvés dans les années 90. Là-dessus, pour que je puisse vous répondre convenablement, il faudrait que je prenne le temps de rechercher. Après, on me demande, Monsieur Le Sueur, les zones URI1A du PLUH de Lyon sont-elles vouées à disparaître? Non, il ne me semble pas. En revanche, le 7 avril à Lyon, le cabinet Racine donne une formation gratuite sur la modification du PLU, la modification numéro 3 du PLU. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez me contacter en privé si vous souhaitez venir. Une commune finançant une voie d'un lotissement peut-elle transformer immédiatement la voie en voie publique ou peut-elle laisser cette voie commune ou peut-elle laisser cette voie comme une voie privée? Non, une commune ne peut pas financer une voie privée. Là-dessus, la réponse est très claire. En fait, quand vous êtes dans un lotissement, il y a deux possibilités. Si vous considérez, donc il y a une voie qui traverse un lotissement, vous devez qualifier la nature de la voie qui devrait être réalisée. Si vous considérez que c'est une voie, un équipement propre qui n'a vocation à desservir que les besoins du lotissement, elle sera financée par le lotisseur. À l'issue du lotissement, cette voie pourra vous être rétrocédée gratuitement par le lotisseur dans le cadre d'une convention de rétrocession, ou elle pourra être laissée au lotisseur et elle sera gérée dans le cadre d'une ASL ou d'un autre dispositif de gestion privée. Si vous considérez que c'est une voie, un équipement public, vous devez réaliser l'équipement public préalablement à la réalisation de l'opération d'aménagement. Voilà, alors malheureusement, je ne peux pas, on va s'arrêter là compte tenu du timing. 15h30, c'est la fin de la formation. Pour tous ceux à qui je n'ai pas répondu aux questions, vous trouverez facilement mes coordonnées sur Internet. Vous n'hésitez pas à me faire un mail pour me poser vos questions et j'y répondrai bien volontiers. Dans les jours qui viennent. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. L'actualité est dense, donc moi en une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne peux malheureusement pas traiter de tous les sujets. J'essaye de choisir l'actualité la plus pertinente possible pour vous. J'espère voilà, que ça vous est utile. Et je vous dis à la prochaine fois, à savoir juin, pour notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bislon. Je vous remercie donc pour cette intervention et cette actualité. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire, ainsi qu'aux équipes de moniteurs juristes et opérations immobilières. Donc, concernant le prochain webinaire qui aura lieu le 30 juin, vous avez à votre disposition un sondage pour pouvoir répondre selon votre intérêt, si vous souhaitez y participer. Merci à tous.